J'aimerais vous poser une petite question. Selon vous, c'est quoi un bourgeois? Alors, je vous laisse répondre dans les commentaires. Il n'y a pas de mauvaise réponse, mais ça m'intéresse vraiment parce qu'en France, on a facilement tendance à invoquer ce terme et à accuser tout le monde de bourgeoisisme, alors que c'est quand même difficile de trouver quelqu'un qui s'en revendique de la bourgeoisie. Je pense que certains d'entre vous vont dire que le bourgeois c'est tout bêtement l'habitant de la ville, et c'est vrai qu'originellement c'est le cas. Mais soyons honnêtes, ceux qui vont dire cela habitent eux-mêmes la ville et, généralement, ne se revendiquent pas de la bourgeoisie. D'autres vont dire que le bourgeois, c'est celui qui ne vit pas dans le besoin. Mais dans ce cas-là, on est tous bourgeois parce que la misère, la vraie, celle de Victor Hugo, n'existe plus, ou quasiment plus en France. Ensuite, les plus cocos d'entre vous vont dire que ce sont ceux qui possèdent les moyens de production et ça s'entend, mais c'est quand même rudement incomplet. C'est pourquoi j'aimerais éclairer cette réflexion d'un point de vue original à travers la synthèse d'un livre, de l'esprit bourgeois de Nicolas Berdyaev. Alors, Nicolas Berdyaev, c'est un philosophe franco-russe de la première moitié du XXe siècle qui a été extrêmement prolifique et a sérieusement marqué le climat intellectuel de son temps. Berdyaev, son premier sujet, c'est le communisme. Et le communisme, il l'a très bien connu, puisqu'il l'a vu en action. Il était en Russie lors des révolutions de 1917 et il en a été exilé par Lénine en 1922 sur le fameux bateau des philosophes. Pour vous présenter la carrure du gaillard, voici comment Solzhenitsyn le présente dans l'archipel du Goulag. Les membres du cercle de Berdyaev se laissèrent transformer en marionnettes pour un simulacre de jugement, mais Berdyaev lui-même, non. En 1922, il fut emmené pour un interrogatoire de nuit dans le bureau de Dzerzhinsky. Mais Berdyaev ne s'humilia pas, et il ne les supplia pas. Au contraire, il leur exposa fermement les principes religieux et moraux qui l'empêchaient de donner sa caution au pouvoir nouvellement instauré en Russie. Et non seulement on le jugea inutilisable pour le procès, mais on le libéra. Voilà un homme qui savait ce qu'il pensait. Alors, on remarque certes que le type était vraiment dense, mais également qu'il était croyant. Car oui, la philosophie de Berdyaev peut tout à fait être qualifiée de philosophie religieuse. Et, ça va en faire grincer certains, mais il ne fait aucun compromis avec ça, alors nous n'en ferons pas non plus. Pour Berdyaev, si on veut comprendre la société, si on veut comprendre l'homme, il ne faut surtout pas s'arrêter au plan social, économique, géopolitique ou psychologique, car toutes ces dimensions sont finalement subordonnées à une autre qui leur est antérieure, c'est le plan spirituel. Et par spirituel, Berdyaev n'entend pas le dogme religieux, mais bien une certaine ouverture vers la transcendance, une dimension intérieure, libre et créatrice de l'homme. L'état spirituel d'une société conditionne et irrigue le reste, car le spirituel est à la racine de la société, et si cette racine se sclérose, l'arbre tout entier meurt. Et pour preuve que le plan spirituel d'une société est absolument majeur, Berdyaev nous dit par exemple qu'aujourd'hui, la survie de l'humanité dépend de cet état spirituel. Et oui, car la technique est arrivée à un stade où elle est capable d'anéantir l'humanité elle-même. Notre survie dépend alors de notre état spirituel. À ce niveau-là, et pour établir ce fait, il est important de faire une digression par un autre ouvrage du philosophe, Problème du communisme. Berdyaev y établit, entre autres, une explication de la révolution russe extrêmement originale. En effet, selon lui, elle est avant tout la conséquence du type spirituel russe. Marx voyait la révolution arriver dans les sociétés industrialisées et prolétarisées. Celle-ci s'est passée en Russie, pays quasiment dépourvu de prolétariat. Selon lui, la révolution russe découle d'un long processus qui trouve sa source dans la crise du Raskol, un important schisme religieux au sein de l'orthodoxie russe du XVIIe siècle, n'ayant elle-même d'autres raisons que la question spirituelle et religieuse. En effet, en 1510, un moine russe, le moine Philoté, élabore la théorie de Moscou troisième Rome. Byzance est tombée car Dieu ne l'aurait plus soutenu, et la Russie serait alors le dernier bastion de la véritable foi chrétienne. Et lorsque le nouveau patriarche de Moscou, Nikon, décide en 1652 de changer les rites russes pour les rendre identiques aux rites grecs, la réaction du bas peuple russe est épidermique. La troisième Rome serait, selon eux, sur le point de basculer du côté de l'Antéchrist, ce qui implique, selon de nombreux Russes, la fin du monde. Certaines sectes en viennent même à l'immolation collective. Et il en résulte dans la conscience russe, dans l'âme russe, l'idée majeure que la fin de l'histoire approche,
est que le peuple russe doit être le bastion de l'ultime vérité historique, comme une sorte de peuple messianique. C'est ce que Berdyaev appelle la conscience messianique et eschatologique russe. Au XIXe siècle, face aux souffrances du peuple russe, l'intelligentsia va sombrer dans le nihilisme, les idées extrêmes et la rébellion contre Dieu. Et après un long processus psychologique et spirituel expliqué par Berdyaev, la révolution communiste va émerger dans l'âme russe. Car les Russes se sont identifiés dans le prolétariat que Marx définissait justement comme une classe messianique, celle qui allait permettre l'émergence de la fin de l'histoire et du paradis sur Terre. Ainsi, Berdyaev renverse l'analyse classique. Il démontre que le communisme russe est un problème d'abord russe et d'ordre spirituel, une rébellion contre Dieu, et certainement pas le résultat d'une quelconque dialectique matérialiste et économique de lutte des classes. Peut-être reviendrons-nous plus en détail sur cette origine de la révolution bolchevique proposée par Berdyaev dans une future vidéo. C'est une histoire vraiment passionnante. Revenons-en au fil rouge de notre vidéo. En observant la société de son temps, au début de la guerre froide, Berdyaev remarque partout la négation du plan spirituel de l'homme. Ses contemporains sont tous plus ou moins matérialistes. Et c'est cela le bourgeoisisme, c'est le matérialisme. Ou plutôt, c'est la lente disparition de l'inquiétude du surnaturel, de la crainte de Dieu. Voici le drame de son temps comme d'une autre. Approfondissons ce que c'est qu'être bourgeois. Être bourgeois, c'est avoir un certain état d'esprit, une manière de voir le monde, assez relativiste, sans grandeur spirituelle, sans contemplation, sans ouverture vers la transcendance. Le bourgeois, c'est celui qui pense pouvoir trouver son salut dans la matière, incapable de penser au-delà du visible. Mais en faisant cela, le bourgeois en vient à nier sa liberté, parce que la liberté ne peut pas émerger de la matière, elle est nécessairement transcendante, et en rejetant sa propre transcendance, il rejette la liberté que lui donnait son indépendance à l'égard du monde. Finalement, le bourgeois est médiocre. Il a une vision médiocre et réductrice de sa propre personne. Et il en vient à projeter sa propre médiocrité sur tout le monde. C'est celui qui va dire, par exemple, « Je vous connais, allez. Vous êtes tel que je suis, moi, mais vous ne voulez pas l'avouer. Vous simulez, vous vous leurrez. Vous vivez tous des biens de ce monde. Vous en êtes tous accablés. » Et il se croit supérieur aux autres pour l'avoir compris et avoué. À ce moment-là de la vidéo, je suis certain que, tous, on peut se reconnaître ou bien reconnaître un proche dans ce profil. Mais cet état d'esprit ne date pas d'hier. Le bourgeois, qui est donc une catégorie spirituelle, un principe spirituel, est très ancien. En effet, selon Berdyaev, les bourgeois n'ont pas attendu le 19e ou le 20e siècle pour se manifester, non. C'est à Babylone que, pour la première fois dans l'histoire, et dominant l'Orient entier, parut la civilisation bourgeoise. Dans les évangiles, le bourgeois est présenté sous l'apparence du pharisien, agrippé comme une moule à ses pratiques matérielles, sans réelle relation personnelle à Dieu, et comme disait le Christ, « Celui qui conserve sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie pour l'amour de moi la sauvera. Et que servirait à l'homme de gagner tout le monde aux dépens de lui-même, et en se perdant lui-même ?» S'il est ancien, il faut tout de même admettre que c'est au XIXe siècle que le bourgeoisisme a trouvé son triomphe. Sur les ruines de la grandeur passée, le génie et la sainteté ont laissé place au désir d'une existence confortable. Et c'est par la philosophie des Lumières, par les conséquences personnelles du libéralisme, que l'esprit bourgeois a connu son triomphe. Mais pour Berdyaev, et ça peut en étonner pas mal, le communisme c'est le summum de la bourgeoisie. On ne peut pas être plus matérialiste qu'un communiste. Si le riche propriétaire qui ne s'intéresse qu'à son bien matériel est animé par l'esprit bourgeois, le prolétaire jaloux de son maître l'est tout autant. Ils sont animés par la même folie, et s'il le pouvait, le prolétaire dirait à son patron « ôte-toi de là, que je m'y mette ». Par ailleurs, le communisme consiste à penser que, par l'organisation rationnelle de la société, on peut créer le paradis terrestre. Mais ce passage d'une société organique à une société organisée rationnellement comme une immense machine planifiée cause, et l'histoire le prouve, des millions de morts, une paranoïa collective et une liberté annihilée. Et c'est là qu'on voit les dangers du bourgeoisisme, car, pour Berdyaev, le communisme est bien la conséquence logique du capitalisme. Non pas une conséquence économique, comme le dit Marx, non, une conséquence spirituelle. Car l'esprit bourgeois trouve paradoxalement son accomplissement dans le communisme, qui est une idolâtrie de la matière et de la collectivité sociale.
Ce qui caractérise notre monde contemporain, selon Berdyaev, c'est la crise. Une crise qui est d'abord d'ordre spirituel. Et cette crise spirituelle, ce n'est plus seulement celle de Dieu, non, c'est celle de l'homme. Marx, Nietzsche et les libéraux ont détruit le mythe humaniste par les horreurs qu'ils ont produits, dues à leur mauvaise compréhension de ce qu'était l'homme. Après l'apostasie de Dieu, la civilisation moderne en est à la phase de l'apostasie de l'homme. Voilà l'essence de la crise contemporaine. Et cette analyse conduit Berdyaev à nier toute idée de progrès moral, quand bien même il reconnaît évidemment le progrès technique. L'histoire a échoué, il n'y a pas de progrès, et l'avenir ne sera pas meilleur que le passé. Pourtant, il y eut plus de beauté jadis. Berdyaev a le sentiment que la culture, la sainteté, le génie se meurent. Il n'y a plus ni moine, ni chevalier, ni philosophe, ni poète. Il n'y a plus que des bourgeois. L'idée de servir une cause supra-personnelle et transcendante a disparu. Nous avons oublié l'importance du spirituel, l'existence chez l'homme de l'irrationnel. Nous sommes dans le rationalisme matérialiste pur. Nous pensons que la société doit être organisée, tandis qu'elle était auparavant organique. Voilà notre mal. Alors, si Berdyaev arbore le pessimisme de l'intelligence, il affirme néanmoins l'optimisme de la volonté. Et là, c'est le moment où ça va faire mal. Parce que Berdyaev, il ne fait pas de compromis. La seule et unique solution, c'est le christianisme. Il n'y aura pas de divagation maurassienne du type « on peut avoir les bienfaits du christianisme sans christianisme réel », car dire ça, c'est précisément faire acte de bourgeoisie. Dire quelque chose comme « Dieu n'en demande pas tant », c'est être bourgeois. En matière de foi, Nicolas Berdyaev prône une certaine radicalité, qui est en fait plus une cohérence. Le problème est d'ordre spirituel, la solution doit donc être du même ordre. Mais Berdyaev n'est pas naïf. Il sait bien que cela a trop peu de chances d'arriver à court terme. Il sait aussi une chose terrible. La chrétienté elle-même est la première à être contaminée par le bourgeoisisme. Il faut donc, en premier lieu, espérer une véritable révolution spirituelle. Et dans un second temps, il nous propose l'esquisse d'un système différent, car Berdyaev ne fait pas que constater, il propose, et sa proposition, c'est le personnalisme. Le personnalisme, c'est un mouvement de pensée du XXe siècle qui compte divers représentants, le plus connu étant en France Emmanuel Mounier, qui, pour les plus férus de philosophie, considère que le personnalisme est une branche à part entière de l'existentialisme. Berdyaev est l'un des principaux théoriciens du personnalisme, même s'il se distingue de ses contemporains par une vision plus mystique, le russe. Alors, dans une perspective personnaliste, Berdyaev identifie les deux problèmes principaux qui empêchent l'épanouissement de la personne humaine. C'est d'une part l'individualisme, qui trouve sa source dans un libéralisme mal compris, et d'autre part le collectivisme et l'universalisme, qui trouvent leur origine dans une mauvaise compréhension de l'universalisme chrétien. N'oublions pas que catholique veut dire universel. Dans les deux cas, ce sont des idées profondément chrétiennes, la liberté, l'individu ou l'universalité, qui se sont corrompues suite au rejet de Dieu par l'homme. L'individualisme est faux, car un nous n'est pas une somme, et le collectivisme l'est tout autant car il oppresse et asservit la liberté de l'homme. Mais individualisme et collectivisme sont en réalité les deux faces d'une même pièce, l'atomisation. L'un des nœuds du problème, identifié par Berdyaev, c'est la philosophie de Rousseau, qui, par sa théorie du contrat social, permet l'émergence du jacobinisme. Le jacobinisme va, d'une part, donner par le principe de souveraineté populaire une légitimité absolue à l'État, en l'identifiant à la société. Et d'autre part, il va isoler l'individu en l'extrayant de sa communauté, en le déracinant, en détruisant les communautés de vie à plus petite échelle. Le jacobinisme isole la personne humaine, elle prend l'individu extrasocial et le place seul devant l'État tout-puissant. Voici l'un des problèmes que combat le personnalisme. Et Marx réitère l'erreur en affirmant encore plus l'universalisme et le collectivisme. Il ne considère la personne humaine que comme un minuscule rouage au sein de l'immense histoire de la lutte des classes. Voici l'essence de son matérialisme dialectique, concept d'ailleurs vide de sens, car la dialectique dépend d'un logos transcendant quand le matérialisme nie toute transcendance. Et cela l'amène vers une erreur encore plus grande, celle de l'atomisation sociale. Cette atomisation dont on parle,
c'est vraiment le centre névralgique de beaucoup de problèmes. Et je sais qu'il y a beaucoup de mots qui peuvent être un peu obscurs dans cette vidéo, mais ce concept d'atomisation, il est vraiment important. Alors on va un peu s'attarder dessus. L'atomisation, ça consiste à penser à la société de manière mathématique. L'individu est une unité, la société est une somme d'individus. Je ne sais pas si vous percevez ce qu'il y a d'horrifique dans cette vision du monde. Elle arrache la personne à tout ce qu'il y a d'organique, d'enracinement. Elle le transforme en individu extrasocial, en simple rouage d'une immense machine appelée société. Et c'est ainsi qu'on passe de la personne à l'individu. L'individu, c'est la personne prise seule, extraite de sa communauté, de sa famille. C'est la personne aplatie, dont on nie la profondeur, la pesanteur, la densité. On en vient à nier sa liberté, sa nature spirituelle et transcendante. On en fait un simple atome social, dépourvu de personnalité. En résumé, l'individu, c'est un numéro de sécurité sociale, tandis que la personne, c'est un visage, une âme qui s'affirme par l'action créatrice. Et c'est bien cela qu'entend Berdyaev lorsqu'il affirme que la crise contemporaine est la destruction du mythe humaniste. Car l'homme n'est pas que social, il est inscrit dans 3 ordres, le naturel, le spirituel et le social. La personne participe au plan social, mais elle ressort du plan spirituel, et c'est en lui qu'elle puise sa force et ses principes. Et c'est uniquement pour cela que l'homme peut et doit résister à l'asservissement de l'ordre social, qu'il peut et doit être libre. En bref, c'est parce qu'elle est libre en esprit, qu'elle possède un libre arbitre transcendant, que la personne doit être libre dans la société. Par ailleurs, Berdyaev considère que 3 entités sont nécessaires chez un peuple. L'État, d'une part, la société d'autre part, c'est-à-dire le corps civil, et enfin l'Église. Et il voit un immense danger dans la rupture de la démarcation entre ces 3 entités. Dans le communisme, par exemple, l'État s'identifie à la société, le parti à la classe prolétaire, et le Comintern fait office d'église, avec ses dogmes et ses hérésies. C'est notamment cela qui avait causé l'horreur du jacobinisme. L'identification de l'État à la société par le principe de souveraineté populaire et la mise en place du culte de l'être suprême contre l'Église catholique. Bon, maintenant qu'on a bien tapé sur le communisme, il s'agit de s'attaquer au libéralisme, car le personnalisme entend être une 3e voie dépassant l'opposition classique. Selon Berdyaev, le libéralisme est également coupable d'avoir mal compris la liberté, d'avoir mal compris l'homme. Il ne lui a fourni qu'une liberté formelle, oubliant que l'homme a besoin, pour se réaliser, de créer. Ainsi, le jeu capitaliste, en tout cas celui de la fin du 19e, début 20e, a privé les prolétaires de moyens de production, les privant ainsi de liberté réelle, c'est-à-dire de la capacité de réaliser concrètement leur liberté. On peut donc considérer que la vision économique personnaliste d'un Berdyaev se rapproche grandement de la vision d'un Belloc ou d'un Chesterton. D'ailleurs, distributisme et personnalisme sont en vérité des doctrines assez proches. Enfin, l'homme possède au fond de lui-même ce désir profond d'éternité. Il souhaite inscrire son action dans le temps long et vibre à la simple vue d'une ruine antique. Or, l'époque contemporaine lui a imposé un actualisme désastreux. Non, chaque génération n'est pas un peuple nouveau. En résumé, le personnalisme, c'est cette proposition qui entend lutter tant contre les maux du capitalisme que contre ceux du communisme, en réhabilitant la réalité de la personne humaine, un être libre, profond, enraciné et spirituel. Il s'inscrit dans les 3 ordres, naturel, spirituel et social. Il s'affirme dans le temps long et fait face à l'éternité. Il a besoin de communautés à petite échelle, familiale ou régionale. Il a besoin de liberté réelle. Et il a enfin des besoins pour son âme. Voici quelle est la proposition politico-philosophique de Berdyaev. Voici ce qu'il nomme le personnalisme.